Alors, le chapeau ici me paraît un peu grand par rapport à la hauteur des colonnes. Donc moi je vous propose, d'abord on va aller voir dans la palette des calques si on travaille bien sur le bon calque. En effet, on travaille sur le calque image et texte, il est déverrouillé. C'est le seul qui est déverrouillé, donc c'est bon. On va prendre l'outil texte et on va aller enlever par exemple déjà tout ce qui est entre parenthèses. Et peut-être même jusqu'au point, voilà. J'ai sélectionné le texte, je supprime, voilà. Ça peut aider d'avoir un chapeau un peu moins grand comme ça. Alors on a ici sur le côté donc un extrait. Alors au niveau du design, c'est adapté pour des publications, pour des enfants, pour des gens qui font du tourisme. C'est un design un peu sympa. Mais sinon, pour des documents sérieux, c'est inacceptable. Ce bloc avec un fond vert, deux coins opposés qui sont arrondis, c'est vraiment... Donc, quand vous faites un document, il faut penser à ça. D'abord, première chose à faire quand vous faites un document, il faut aller voir, tiens, quel est le public cible ? Ça, en général, c'est facile à savoir. Vous vous adressez à des médecins, vous vous adressez à des commerçants, vous vous adressez à des gens qui visitent un parc d'attractions. C'est le public cible. Ensuite, il faut aller voir, tiens, la concurrence, les autres. Qu'est-ce qu'il existe comme brochure pour ce public cible ? Bon, de nos jours, c'est pas difficile à faire du tout. Il suffit d'aller sur le web et on trouve toutes les brochures, les brochures dans les pays environnants. Déjà, vous pouvez aussi, France, Luxembourg, etc. Vous ratissez large, vous limitez pas à la Belgique. Et allez voir, tiens, d'habitude, quand on s'adresse à ce public-là, comment est-ce qu'on fait le design du document ? Et puis, vous allez vous dire, mais tiens, si en général on fait comme ça, il y a peut-être une raison. Il y a peut-être une raison pour qu'on fasse comme ça, donc je vais peut-être aussi faire comme ça. Mais pas exactement copier. Il va falloir être vous-même et faire des documents qui sont originaux. C'est ça qui est difficile en mise en page. Ben évidemment, il y a l'apprentissage du logiciel qui est super lourd. Si on veut être pro, à un bon niveau, c'est pas évident. Il y a l'apprentissage des techniques d'impression. Il faut que ce qu'on produit, le document qu'on produit, soit accepté par l'imprimeur et qu'il sache en faire quelque chose. Mais il y a aussi tout le côté culturel, quoi. Qu'est-ce qu'on fait ? Comment est-ce qu'on fait d'habitude un magazine pour tel ou tel public, une brochure, un folder, un flyer pour tel ou tel public ? Donc c'est multidimensionnel la mise en page. Alors donc imaginons que ici le bloc qui extrait une partie, on imagine qu'il extrait parce que c'est du faux texte, c'est du faux latin. C'est même pas du vrai latin. Donc c'est vraiment ultra faux, quoi. Donc c'est en attendant de mettre du vrai texte. Eh bien, imaginons qu'il ne convient pas au public cible, on va aller modifier son aspect ensemble rapidement. Alors, ce bloc se trouve à différents endroits. Vous l'avez aussi, je pense, sur la page, oui, sur la page 17, il se trouve aussi. Voilà. Je vais passer ici en affichage normal. La palette des outils, je l'ai fait passer en 2 colonnes. D'accord ? Si vous l'avez perdu en cliquant sur la croix, vous allez dans le menu Windows Tools, dans la version anglaise. Donc je suis passé en affichage normal. Bon, ben testez un petit truc juste pour voir. La flèche noire ici, vous allez remarquer que c'est un bloc auto-redimensionnable. Si vous prenez avec la flèche noire la petite poignée ici, que vous la déplacez vers le bas, le bloc remonte tout seul. Si vous prenez l'outil texte et que vous enlevez du texte, n'importe quoi, c'est du faux latin de toute façon. Touche suppression, le bloc se redimensionne. Voilà. On va le replacer au-dessus parce qu'il me semble qu'au niveau design, c'est pas mal comme ça. On va aller le caler au-dessus. Voilà, c'est important de bien le caler sur ces repères roses. Parce qu'après, si on décide de modifier la dimension des pages du document, voilà, les marges, InDesign peut bouger les blocs pour vous. Vous faites des marges plus grandes, InDesign va bouger les blocs pour vous, seulement si les blocs collent aux marges roses, comme c'est le cas ici. Si vous avez un bloc qui est mal foutu comme ça, il ne colle pas aux marges roses, ou comme ça, ça ne va pas le faire. Quand vous allez redimensionner le document, les pages, mettre des marges plus épaisses, etc., ça va foirer. Il faudra manuellement sur toutes les pages, ces blocs-là, les dimensionner correctement. OK. Alors, vous cliquez avec la flèche noire à côté de la page, rien n'est sélectionné.
Et on va modifier l'aspect de ce bloc et de tous les blocs identiques du document. Les styles d'objets vont nous servir à modifier cet objet-là. Donc j'ai cliqué à côté, rien n'est sélectionné. Je peux passer en affichage aperçu si je veux, comme ça je vois mieux ce qui se passe. Voilà. Alors on va aller chercher dans le menu Fenêtre, Style, Style d'objet. Window, Style, Object Style. Alors, lequel c'est le style? Bon, ben, si vous cliquez avec la flèche noire sur le bloc, le style utilisé par ce bloc devrait normalement apparaître... ouais, c'est celui-là. De toute façon, en lisant, on aurait pu deviner aussi, hein, parce qu'on l'a bien nommé. Je reclique à côté de la page, rien n'est sélectionné, et on va aller modifier ce bloc. Donc vous allez... tiens, ça c'est marrant. Il y a la petite icône ici. Ça veut dire que si on utilise... Oui. Vous voyez la petite icône ici. Alors je ne sais pas pourquoi elle s'est retrouvée là. Ça indique quel est le style d'objet utilisé par défaut quand vous utilisez les outils ici. Vous pouvez tester si vous voulez, hein. Là, on repasse en affichage normal, on va juste tester. Donc, icône de gauche ici, dans le bas de la palette des outils, affichage normal, on voit toutes les constructions du document et on peut créer des choses sur le côté de la page, on va les voir. Prenez l'outil ici et testez, voyez ce qui se passe quand on trace un bloc là sur le côté. Il arrive avec ce style-là. D'accord? Ça peut être utile de comprendre que ça marche comme ça. Donc, je vais supprimer le bloc là. C'était juste pour vous montrer que le fait qu'il y ait la petite icône ici indique que quand j'utilise l'outil de création de blocs, c'est ce style-là qui arrive tout de suite dessus. Et si vous voulez, vous pouvez déplacer la petite icône et aller la mettre sur 100, éventuellement, voilà, sur 100. Comme ça, quand vous allez créer un bloc avec l'outil dans la palette des outils ici, il va venir sans style. Testez, maintenant que vous avez fait ça, testez, créer un bloc sur le côté, là. Voilà, il arrive tout simple, comme basiquement dans InDesign. Ça, c'est le genre de choses qui peut enquiquiner, qui peut vraiment ennuyer quelqu'un qui ne comprend pas ça. Hein. Chaque fois qu'il crée un bloc texte, ça vient avec un certain style, c'est ennuyeux, il faut chaque fois remettre à zéro manuellement tout. C'est de là que ça vient, cette petite icône qui indique quel est le style utilisé par l'outil. Voilà, fin de la parenthèse. Je supprime le bloc là, je clique à côté de tout, rien n'est sélectionné, et on va aller modifier le style qui s'appelle bloc pour extrait dans cartouche. On va double-cliquer ici à droite du nom. Ah tiens, il est revenu, misère. On va le remettre là. Voilà. Bon, ça c'est malin. Il va falloir bloc graphique standard. Voilà. Ah, ok, il veut pas. Il va falloir que je creuse pourquoi. Il revient chaque fois en tant que bloc par défaut. C'est pas grave. Double-cliquez à droite du nom. Et alors là, bon, peut-être qu'avant de faire ça sur mon écran qui comporte peu de points, j'ai intérêt à faire placer le bloc un peu sur la gauche comme ça. Comme ça, je laisse de la place pour la boîte qui s'ouvre là. Alors, on va déjà aller supprimer les arrondis. Option de contour et d'arrondi. Vous allez indiquer... Ah oui, vous avez ici Stroke and Corner. Voilà. Vous allez ici dans les options d'arrondi. Corner Option, un truc comme ça, voilà. Vous allez mettre la chaîne parce qu'on va modifier les 4 coins d'un coup et vous allez indiquer, tiens, finalement, ça va être du droit. Droit, voilà. Ok, si on enclenche la case aperçue, la case preview, vous allez voir derrière ce que ça donne directement. C'est intéressant, plutôt que de travailler en aveugle. Voilà. Ensuite, on va peut-être aller modifier le fond. On va indiquer qu'il n'y a pas de couleur de fond. Donc ici, à background, c'est ça? On indique... Fill, ah oui, remplissage. Ok. On va indiquer 100. Voilà. Alors ici, à contour, on avait un contour au départ, mais il a la couleur du papier. Quand le fond, le remplissage, le vert était là, le contour blanc se voyait. Mais vu qu'il n'y a plus de remplissage, on va le faire passer par exemple en noir. Voilà. Alors ça fait fort mortuaire.
On va peut-être changer le type de contour. On va prendre un contour simple, continu. Continu ici, voilà. Et peut-être moins épais aussi. Voilà, 2. C'est pas mal. OK. Donc, le contour, on a mis du noir. On a changé le type de contour. On a pris le contour tout simple, continu, pas les doubles lignes. L'épaisseur, on a changé ça. Alors, au niveau de la teinte, on peut prendre le noir, mais le teinter, c'est-à-dire qu'on va pouvoir indiquer, par exemple ici, 30, touche tabulation, comme dans tous les logiciels Adobe pour valider ce qu'on vient de mettre dans un cartouche. Touche tabulation, tab. Et vous avez du gris à 30% au lieu du noir. C'est du noir à 30%, c'est du gris clair. Voilà. Donc ça peut aider. Bon, je pense que c'est un peu plus classieux que ce qu'on avait avant. Les encadrés, c'est toujours un peu délicat. Au niveau du design, c'est lourd, ça alourdit, il ne faut pas en abuser. Donc, mais enfin voilà, vous avez vu qu'on peut modifier tous les blocs identiques qui utilisent ce style d'objet vont être modifiés dans le document. C'est l'intérêt des styles d'objets. Je ne sais pas si je vous avais dit, mais moi j'ai donné des formations à des gens qui avaient suivi 3 ans d'infographie et qui étaient diplômés en infographie spécialisés en mise en page. Ils ne connaissaient pas ça. Quand ils devaient modifier des objets dans une mise en page, ils le faisaient objet par objet. Et je peux vous dire qu'ils ont râlé quand je leur ai expliqué que ça existait. Ils ont dit, mais si on avait connu ça, on aurait gagné des dizaines d'heures. Ben oui, mais enfin bon, on ne vous empêche pas d'étudier par vous-même aussi. Hein. Voilà. OK. Alors, on va enregistrer le document, enregistrer sous, fichier enregistré sous. Dans le dossier de tout à l'heure, c'est bien. On va juste changer le nom. Bien, alors le document a l'air un peu plus classieux comme ça, je pense, avec l'encadré comme ça. Ah oui, on va peut-être remonter un peu. Oui, étant donné qu'on a été modifié le contour, oui, ça c'est le problème des contours. C'est que quand un objet a des contours et qu'on veut le caler sur les lignes roses, là, sur une grille, les contours sont pris en compte. Les contours, on les a changés, ils sont moins épais. Et donc l'objet n'est plus calé sur la grille, vous voyez. On va les recaler sur la grille. Voilà, on va monter ça. OK. Le déplacer un peu. Voilà. Vous pouvez utiliser les flèches au clavier pour bouger les objets aussi. Les flèches haut, bas, gauche, droite sur le clavier peuvent servir à manipuler les objets. Et voilà. Et si on enfonce la touche majuscule en plus, ça déplace plus vite avec les flèches au clavier. La touche Shift en plus, ça déplacera plus vite. Voilà, donc il est calé sur la grille, c'est nickel, génial, j'adore, fichier enregistré, vous êtes vraiment extraordinaire. Alors on a ici, sur la page 17, vous l'avez sur la page 17, on l'a aussi sur la page 25 d'ailleurs, je pense, parce que c'est des pages qui sont basées sur le même gabarit. Oui, sur la page 25 aussi. On a un chapeau multicolonne dans un bloc. Un chapeau multicolonne. Ici, on a un chapeau pour une colonne. Juste une espèce d'intro de paragraphe. Tout ça a pour but d'agrémenter la mise en page pour qu'elle soit moins austère. Et aussi pour que les gens puissent lire en diagonale en ne lisant que ce qui est ressorti comme ça sur les chapeaux, sur les extraits. Parce qu'on a une époque où les gens, en tout cas certains, n'aiment pas lire. Donc, vous aviez remarqué. Donc le chapeau ici, est-ce qu'il a un style de paragraphe? On va aller vérifier. Vous prenez l'outil texte et vous cliquez dans le paragraphe. Et on va aller vérifier, tiens, dans la palette des styles de paragraphe, pas d'objet. La palette des styles d'objet, on va en parler un peu plus loin peut-être. Alors, menu texte, style de paragraphe, menu type, paragraph style, paragraph style, pour le dire à la Macron. Voilà. Non, il parle mieux anglais que ça. Alors, ben non, quand on clique là-dedans, il n'y a pas de style qui se met en surbrillance, il n'y a pas de style
prévu pour les chapeaux multicolonnes comme ça, on va en créer un. Ben voilà, il suffit de faire quoi? Ben de cliquer n'importe où dans le paragraphe, vous avez le curseur qui clignote, vous allez dans le menu de la palette des styles de paragraphe, les 4 petites lignes ici, le menu, et vous demandez « Nouveau style de paragraphe ». Un truc du style en anglais, voilà. Et on va l'appeler « Texte dans chapeau multicolonne ». Voilà. Il faut vérifier, à moins que vous ayez une bonne raison de le faire, il faut toujours vérifier quand vous créez un style, que ce soit un style de caractère, d'objet, de paragraphe, qu'il est indiqué ici d'après aucun. Sinon, vous créez un parentage de style, il y aura un style enfant, celui qu'on est en train de créer, il sera l'enfant de son parent, le style indiqué ici. Et si vous ne maîtrisez pas trop InDesign, vous allez vous embrouiller, vous n'allez pas comprendre pourquoi quand vous changez le style, un des styles, ça a des répercussions sur d'autres styles. C'est le parentage de style. Donc ne faites pas ça. Si vous avez une bonne raison de le faire, oui, mais sinon on vérifie toujours qu'il est indiqué aucun. Voilà. Vous cliquez sur OK parce qu'en fait toutes les caractéristiques du texte là ont été intégrées partout là. Donc la police, la couleur, où est-elle la couleur? Là, la couleur, voilà, la couleur, c'est du bleu. On le voit? Oui, mais il n'est pas le même. Pourquoi? Mais parce qu'il est à 76% de teinte ici. Voilà, c'est du bleu qui a été un peu teinté. Enfin, tout est intégré. Hein. En mettant le curseur texte dans un texte et en créant le paragraphe à ce moment-là, toutes les caractéristiques du texte sont déjà intégrées. C'est une bonne manière de créer des styles de paragraphe. On clique sur OK. On va, tant qu'à faire, appliquer à ce texte, il y a le curseur dedans, on va lui appliquer son style. Texte dans chapeau multicolonne, voilà. Donc voilà, maintenant que le texte ici utilise le style, on va pouvoir modifier, télécommander tous les textes identiques dans le document par le style. Mais on ne va pas le faire ici, vous avez compris le principe des styles. Sauf qu'il y a quelque chose qu'il ne faut pas oublier. On est sur la page 25. J'ai un texte identique sur la page 17. Je vais aller sur la page 17. Si je clique dans la page 17, ben oui, ce texte-là, il n'utilise pas encore le style. Il faut lui appliquer. Sinon, je ne pourrai jamais le télécommander. Donc, quand vous avez fait un style comme ça et que le texte est déjà utilisé à différents endroits, il faut, aux différents endroits, faire le lien avec le style, évidemment. Donc, je suis sur la page 17, j'ai cliqué dans le chapeau, ici, le chapeau multicolonne, et je lui ai appliqué le style texte dans chapeau multicolonne. Ah oui, on a plusieurs paragraphes en plus. Il faut les sélectionner tous. Pas faire l'erreur. Donc je clique là, CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac et j'applique. Voilà. Ah, et si ça tombe, j'ai le même problème sur la page 25. Je n'avais pas remarqué qu'il y avait plusieurs paragraphes. Vous les voyez les paragraphes? Vous voyez les balises de fin de paragraphe là? Il y en a une là, il y a 2 paragraphes. Non, 3 paragraphes, excusez-moi. 3 paragraphes. Donc sur la page 25, je mets le curseur texte dedans, CTRL A sur le PC, commande A sur le Mac, j'applique texte dans chapeau multicolonne, et voilà. Alors, vous enregistrez le document. Alors, on va aller sur la page 4. Sur la page 4, vous avez ces images, un close-up d'une sculpture en or massif. Je ne sais pas si c'est de l'or massif, mais en tout cas, ça me fait rêver. Et vous avez la vue d'ensemble en dessous. Oui, bon, c'est pas génial comme mise en page, hein. Mais enfin, pourquoi pas? C'est un truc à retenir. Vous pouvez à la fois sur une page montrer une vue d'ensemble d'un objet et dans d'autres images des close-up de l'objet. D'une pierre deux coups, ça permet de voir les détails. Si vous travaillez avec des images assez définies, évidemment, vous pourrez montrer les détails. Et en plus, ça agrémente la mise en page. Si vous avez peu d'images, ça peut être un système pour faire des documents de mise en page qui sont quand même assez étoffés et variés. Alors ici, on va indiquer une légende. Donc, vous prenez la flèche noire
On a des blocs roses ici. Ah, ils sont déjà déverrouillés, super. Ben, je vais supprimer celui-là et celui-là. Donc je clique dessus, touche suppression, voilà, j'ai supprimé ces deux-là. Et là-dedans, je vais mettre la légende, l'explication. Tiens, qu'est-ce que c'est, ce croco? Même chose ici. Celui-là, celui-là, je supprime. Donc il n'y a pas d'ambiguïté. Si on met une légende, on va comprendre que ça correspond à cette image-là, et ça correspond à cette image-là. Hein. Puisque le bloc rose est éloigné de celle-là, le bloc rose est éloigné de celle-là, il n'y a pas de problème. Vous avez aussi sur le côté le crocodile ici, vous pouvez aussi mettre une légende. Je vous laisse choisir si vous voulez la mettre au-dessus ou en dessous. En tout cas, il va falloir supprimer certains blocs. Je vais peut-être la laisser au-dessus, pourquoi pas, ça peut donner bien aussi. Voilà. Donc on supprime des blocs. Alors, le bloc rose ici, c'est un bloc image. C'est une convention dans le monde de la mise en page. Quand un bloc a des diagonales, c'est prévu pour une image. Sauf que, vu qu'il ne contient actuellement rien, on peut le convertir facilement en bloc texte. Alors, si on prend l'outil texte et qu'on clique dessus, est-ce que ça marche? Oui, ça devrait marcher. Donc j'ai l'outil texte captif, texte dans un bloc. Voilà, ce n'est plus un bloc image. À partir de là, si je voulais le retransformer en bloc image, mais ce n'est pas le cas ici, mais je vous dis, il suffirait d'aller dans le menu Objet, Contenu, Image. On peut, tant qu'il n'y a pas de texte dedans, le retransformer en bloc image s'il faut. Alors, le bloc texte, là, on va taper du texte. Donc, vous allez taper la description de cette bestiole. Tapez n'importe quoi. Hein. Voilà. Remarquez que j'ai inscrit Égypte avec un E majuscule avec accent. Il paraît que c'est bien de faire comme ça. Donc il faut évidemment que la police qu'on utilise ait ce caractère qui est prévu. Donc c'est majuscule E accent sur le clavier et vous obtenez ça. Crocodile, voilà. Voilà, ok. On pourrait mettre aussi le copyright. Bah, tant qu'à faire, oui, mettons le copyright. On va passer à la ligne suivante. Majuscule, retour chariot. C'est pas un paragraphe, c'est un saut ligne forcée, c'est comme ça dans Word aussi, tout le monde doit connaître normalement majuscule, retour chariot, majuscule entrée. Et vous avez quand vous êtes en affichage normal, bien sûr, vous avez cette balise spéciale de saut de ligne forcée. Voilà, on est passé à la ligne, on va faire le signe de copyright, voilà, le signe de copyright. Alors, comme je ne sais pas, je ne me souviens plus quels sont les caractères, les touches à enfoncer au clavier, on va utiliser l'insertion de glyphes de InDesign, parce qu'on a aussi une insertion de glyphes de l'ordinateur, qu'on soit sur Windows ou sur Mac, il y a la possibilité d'aller chercher les glyphes. Ça doit être ça. Ouais, voilà. Mais on va utiliser celui de InDesign. Vous allez dans le menu texte et vous allez chercher les glyphes. Alors, comment ça s'appelle en anglais? Glyphes aussi. Ah, c'est trop facile. Menu type dans la version anglaise. Menu type, glyphes. Voilà. On a le curseur texte qui est là quelque part. On va chercher dans tous les caractères de cette police, on va chercher où est le signe de copyright. On peut le taper aussi. Et vous avez une touche copyright? Oui, vous avez une touche copyright sur le clavier. Oui, oui. Copyright, oui. Ouais, il a trouvé, bien vu. Ok, on va double-cliquer dessus et on va l'insérer. Voilà. C'est vrai parce que cette police avait énormément de choses. Bon, de manière assez intelligente, les signes récemment utilisés apparaîtront là pour la suite. Voilà. Et on peut indiquer l'année si vous voulez. Voilà.
Voilà, ok. Super. Bien, donc on va maintenant faire en sorte que le texte soit en bas à droite du bloc. Et pour faire ça, on va utiliser deux choses. La palette paragraphe, menu texte, paragraphe, menu type dans la version anglaise, paragraphe. Et vous alignez le texte en drapeau aligné à droite, comme ça. Ensuite, vous faites CTRL B ou commande B sur le Mac pour obtenir les options de bloc de texte. C'est donc objet, option de bloc de texte. Et là-dedans, vous allez indiquer que le texte va se mettre en dessous. Alignement bas. Donc CTRL B sur le PC, commande B sur le Mac. À la justification verticale ici, vous indiquez bas. Voilà. Vous allez enlever le rose du fond du bloc. Il suffit de sélectionner le bloc avec la flèche noire. Et ici, de cliquer sur la diagonale rouge. Vous n'avez plus de couleur rose, forcément, c'est du transparent. Parfait. Et je vous laisse choisir la police en sélectionnant le texte. Ah, il n'y a même pas besoin, puisqu'il n'y a que ça dedans. Il n'y a pas différents styles dans le bloc. Donc on peut le sélectionner avec la flèche noire. Comme ça, on ne le voit pas en négatif. Vous sélectionnez le bloc avec la flèche noire, vous allez dans la palette caractères, menu texte caractère, menu type caractère. Et vous allez choisir une police pour les légendes. Donc éventuellement, vous mettez ici le curseur dedans et vous passez en revue avec les flèches. On va essayer de choisir quelque chose de pas trop... d'approprié, quoi. Pas trop présent, quand même. Ce n'est que une petite légende qu'on n'est même pas censé lire, en fait. Hein. Vous tapez le nom de la police si vous connaissez celle que vous voulez utiliser. Voilà. Donc, voilà, ça c'est pas mal. Il faudrait un peu retravailler ça, je pense, mais c'est pas mal. Alors, logiquement, la suite, ce serait de numéroter les légendes comme ça, de manière automatique, avec une liste spéciale pour elles, ce qui nous permettra automatiquement de faire une table des matières des légendes. Ça, ce serait une première chose à faire. Et également, il faudrait faire plusieurs versions de la légende. En fonction de est-ce qu'on la met sur la gauche de l'image ou sur la droite, il faudrait que l'alignement soit à gauche ou à droite.